village ancré dans la... Eh bien, nous sommes maintenant réunis pour notre deuxième table ronde et nous sommes ensemble pendant 1 heure, pas tout à fait d'ailleurs, mais presque, pour continuer cette journée des aidants et en particulier des aidants salariés. Et donc, pour cela, nous avons une enquête qui a été réalisée par OSIRP Via Voice, que nous allons commenter, qui va nous servir en fait en révélant des chiffres qui sont souvent très étonnants, qui vont nous révéler, j'allais dire, l'ampleur du problème, le terme est mal choisi, mais en tout cas ce qu'il faut faire pour que les salariés aidants puissent à la fois être salariés et être aidants, ce qui pourrait sembler une contradiction, ou en tout cas si on regarde ça très rapidement. Alors, cette table ronde sur les résultats de l'enquête OSIRP Via Voice auprès des salariés, elle amène ce constat, c'est que vous n'avez pas uniquement interrogé que des experts, mais aussi des acteurs j'allais dire, de l'aide, de l'entreprise, etc. Et en particulier les salariés, bien sûr, qu'ils soient aidants ou non. Et c'est une enquête qui, je le rappelle, qui est centrée sur la place de l'aidant dans l'entreprise et sur le rôle de l'entreprise. C'est une interaction, en même temps chacun a un rôle, mais on va voir que tout cela est interdépendant. Alors, je vais présenter bien évidemment chacun d'entre vous. Je commencerai par vous, Camille. Alors, Camille de Valroger-Vermont, vous êtes assistante sociale libérale et vous êtes membre de la compagnie des aidants. Alors, bien sûr, vous accompagnez les salariés confrontés à des difficultés sociales, économiques, et vous conseillez aussi les ressources humaines des entreprises. Donc vous êtes, j'allais dire, sur les deux volets, les deux versants. Et vous collaborez donc régulièrement avec la compagnie des aidants, dont vous nous parlerez un petit peu plus tard. Marie-Laure Dreyfus, vous êtes la déléguée générale du CETIP, qui est le Centre technique des institutions de prévoyance. C'est là où il y a toutes les institutions de prévoyance ou les groupes de protection sociale, ce qui est à peu près synonyme, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pas tout à fait. Alors, pas tout à fait, vous nous direz, mais vous couvrez, le CETIP couvre 13 millions de salariés à travers 2 millions d'entreprises de santé et de prévoyance. Et c'est bien évidemment une question dont vous vous êtes saisi, en tout cas dont les membres du CETIP, les institutions de prévoyance se sont saisis, on va en parler. Alors, vous êtes une spécialiste des sujets réglementaires et prudentiels du secteur financier, ça c'est moins marrant, mais bon, vous avez rédigé plusieurs ouvrages, des grands principes de solvabilité 2, vous avez rédigé la révolution digitale dans l'assurance, vous avez développé des cursus de formation des administrateurs des organismes d'assurance avec Sciences Po. Donc voilà. C'est pour que l'on sache l'étendue de votre expertise. Joël Rioux, vous êtes le président fondateur d'ASAP Solutions Responsage. Alors, vous avez fondé Responsage en 2013, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est le premier service d'aide aux salariés aidants en France, d'où votre place et la pertinence de votre expertise. L'entreprise grandit aujourd'hui dans l'accompagnement de toutes les fragilités des salariés et vous pilotez la stratégie donc de Responsage et son développement. Et on va rentrer dans les détails. Il y a à nos côtés Pierre Mailleur, que je ne présente plus puisque je l'ai présenté, mais qui est directeur général de l'OSIRP et j'allais dire l'un des deux instigateurs, je ne sais pas quel est le mot, l'un des deux responsables de... Bah oui, on est toujours responsable de l'enquête OSIRP Via Voice. Et puis Stewart Shaw, qui a participé justement à cette enquête, et qui va nous donner quelques points clés de cette enquête qui n'ont pas été dits lors de la première table ronde et sur laquelle je vous demanderai, messieurs, mesdames, de réagir. Alors, Stewart, à vous.
Alors, déjà, parce que pour commenter une enquête, il faut quand même être assez prudent aujourd'hui et exposer la méthodologie de manière assez rigoureuse. Donc, c'est une enquête qui, à mon sens, constitue une singularité, en tout cas dans les enquêtes qui ont été réalisées sur les ans, puisqu'il ancre le sujet vraiment au cœur de l'entreprise. On a interrogé un panel, je dirais, assez conséquent de salariés du secteur privé, plus de 3500, à partir duquel on a extrait, identifié des salariés qui se déclaraient en situation de salariés proches aidants. 2-3 résultats effectivement saillants à soumettre au débat et aux différents experts. Je dirais d'abord un premier élément qui nous semble extrêmement frappant, c'est ce que nous avons appelé ce déficit d'information majeur au sein de l'entreprise, qui concerne à la fois les salariés qui ne sont pas en situation d'aidance. 81% de ces salariés-là se sentent insuffisamment informés sur l'enjeu de l'aidance. Et ce qui est encore plus frappant, c'est auprès des salariés qui sont dans cette situation d'aidance, puisque 65% des salariés aidants ne se sentent pas suffisamment informés sur cet enjeu-là. 31% pas du tout informés. Donc on a vraiment un socle, je dirais, presque d'un tiers de ces salariés en situation d'aidance qui s'estiment, en tout cas, mal informés sur un enjeu qui les concerne en premier lieu. Le deuxième élément qui nous semble extrêmement important, c'est finalement ce besoin de répit, assez homogène d'ailleurs, assez unanime, pour l'ensemble des salariés aidants que nous avons interrogés. Un chiffre, 79% des salariés aidants estiment qu'un accès facilité à des aides professionnelles, alors évidemment, ça ne peut pas remplacer, et ils nous le disent, d'autres types d'aides, les aides affectives par exemple. Enfin, ça montre quand même que cet accès facilité à ces aides professionnelles supplémentaires pourrait les soulager. 79% le déclarent, 32% tout à fait les soulager. Donc on retrouve un peu ce un tiers de salariés aidants qui se sentent vraiment mal informés et ce un tiers qui se sentent aujourd'hui usés, donc une forme d'usure qui peut s'ajouter aussi à la question du déni dont on a parlé à la table précédente. Donc, un besoin de répit homogène et unanime chez les aidants. Et puis, je dirais, c'est peut-être le troisième élément qui nous semble pour le coup très important, c'est dans ce diagnostic, en tout cas, que l'on a essayé de dresser, il y a une idée qui a émergé et qui nous réunit ce matin, c'est l'idée de la fragilité, de la vulnérabilité professionnelle. On parlait tout à l'heure de cette question de la perte de chance, et c'est effectivement ça, en fait, qui se joue. C'est qu'il y a finalement, pour les aidants en tout cas, l'idée qu'on puisse, dans sa carrière professionnelle, être freiné aussi par sa situation d'aidant. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, presque la double peine qui s'impose. Cette fragilité professionnelle, elle se déploie, je dirais, à deux niveaux. D'abord, il y a un sentiment assez, je dirais pas majoritaire, mais assez important, 48% des salariés aidants qui ont peur de pouvoir perdre leur emploi. Alors évidemment, pas forcément imputer seulement ce sentiment-là à la situation d'aidance, mais ça donne quand même un aperçu aussi de l'état d'esprit et psychologique dans lequel se trouvent ces salariés-là. Et le deuxième niveau, c'est que cette fragilité professionnelle, elle peut conduire parfois à un renoncement finalement professionnel, et ça c'est aussi un chiffre qui nous a profondément marqué. 38% aujourd'hui des aidants ont le sentiment d'avoir dû renoncer à une opportunité de carrière. 38%, on pourrait dire que c'est minoritaire, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde, et ça fait donc une situation qui peut être très problématique, en tout cas en termes de carrière, pour ces salariés-là. Et ce qui est intéressant pour en terminer avec ces premiers exposés, c'est finalement le détail d'âge, par tranche d'âge, que l'étude nous révèle. On voit finalement que ce sont les aidants, les salariés entre 35 et 49 ans qui sont surreprésentés dans ceux qui déclarent avoir renoncé à une opportunité de carrière. Et c'est intéressant de le voir, puisque dans cet âge-là, peut aussi se jouer certaines choses, des choix, des renoncements donc, peuvent se faire. Donc c'est vraiment, je dirais, un âge un peu charnière qui se joue là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est en termes de structure d'entreprise, on a une surreprésentation de salariés aidants qui ont dû renoncer à des opportunités de carrière dans des entreprises qui sont entre 50 et 200 salariés.
Je le dis parce que ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé sur la précédente table ronde, mais c'est qu'il y a une inégalité aussi entre les entreprises, entre les grandes, qui sont plus outillées peut-être, et les plus petites, qui semblent aussi parfois un petit peu désemparées. Et donc c'est intéressant de voir que ce renoncement final professionnel est davantage surreprésenté dans ces types d'entreprises. Voilà pour ces premiers éléments. Bien, merci. Effectivement, tous ces chiffres sont riches d'enseignements. Est-ce que finalement, une question un peu philosophique, mais ce qui est à restaurer peut-être ou à créer, je ne sais pas, c'est le lien de confiance entre l'entreprise et les salariés. C'est pas quelque chose auquel on aspire, mais qui n'est pas forcément la réalité. Donc, on va revenir là-dessus. Alors, je vous demanderai de réagir sur un certain nombre de points. Je pense que là, on a parlé d'un déficit d'information. Alors, la réponse, la question, c'est à qui la faute, messieurs, mesdames, si vous pouvez y répondre, bien sûr. On a parlé de la facilité qui est une demande des aidants dans l'entreprise, des aidants salariés, d'accès à des aides professionnelles. On a parlé de la perte de chance, ça revient souvent, ça, et je pense que ça va revenir aussi au cours de la troisième table ronde, et des freins. Stewart, vous parliez d'une double peine, donc voilà, et puis du renoncement et de l'inégalité qu'il y a déjà en fonction de la taille de l'entreprise et des services qui la composent. Alors, je me tourne vers vous, Camille, pour vous poser cette question, parce que vous êtes en contact, si j'ose dire, des deux côtés sur le terrain, et puis en même temps à la compagnie des aidants et en tant qu'assistante sociale en entreprise. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce qui vient d'être dit sur cette souffrance, en fait, on peut dire comme ça, parce que c'est ni blanc ni noir, on est obligé d'être finalement très nuancé quand on est salarié, ou au contraire, on l'a vu, un déni, tout simplement pour ne pas se faire repérer, entre guillemets. Alors, est-ce que déjà la crise sanitaire, ça alourdit la charge, ça a changé quelque chose pour les aidants ? Alors oui, moi, ce que je constate, effectivement, c'est que la crise sanitaire a été vécue comme un sentiment d'isolement pour les aidants. Ils se sont sentis abandonnés pour beaucoup. Déjà parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont fermé pendant la période de confinement. Donc, ils ont eu une charge supplémentaire. Aussi parce que le télétravail a été mis en place à temps plein dans certaines entreprises, ce qui fait qu'ils ont été coupés de tout lien social. On sait que pour beaucoup d'aidants, l'entreprise, c'est une bouffée d'oxygène. Et que quand on se retrouve à domicile à temps plein, c'est très lourd. Donc ça, c'est vrai que cette période de confinement a été très difficile. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis que les salariés sont revenus en entreprise, je rencontre de plus en plus d'aidants. Alors, d'autant plus dans les entreprises qui ont mis en place des mesures en faveur des aidants. Les entreprises qui n'ont pas encore initié ça, j'en reçois moins, j'ai moins d'aidants. Mais voilà, en tout cas, ils se font de plus en plus connaître. Et après, je pense que les entreprises, à partir du moment où les managers ont une certaine bienveillance vis-à-vis des aidants, c'est beaucoup plus facile pour les aidants de se faire connaître et d'en parler à ses supérieurs ou à son manager ou RH. Donc voilà. Tout à fait. Donc effectivement, c'est pas une situation très simple. Stewart, vous avez entendu ce que vient de dire Camille. Ça comme résonne. On dit en la jeunesse, ça match. Oui. Ça résonne, puisque c'est peut-être là le moment de vous présenter deux autres, je dirais, éléments qui nous paraissent importants. C'est que ça résonne déjà en termes d'attente. Puisque les attentes des salariés aidants sont plutôt assez bien identifiées. Vous allez la voir sur la slide. Il y a 5 attentes qui sont identifiées, qui finalement se déploient sur, je dirais, 3 registres aussi, là, je dirais, les plus communs. Le premier registre, c'est agir sur ce que nous, on a appelé l'idée de la temporalité. Alors, ça peut être à la fois une flexibilité sur le temps de travail, ça peut être aussi de donner plus de temps, avec des congés par intermittence.
C'est aussi une question de moyens, puisqu'on demande d'accorder plus de moyens. Ça, c'est assez bien identifié par les salariés aidants. Donc, des congés mieux rémunérés et des moyens plus importants qui sont alloués. Et enfin, le troisième registre, c'est, on l'a dit, pallier à ce déficit d'information. Donc, on a, je dirais, ces trois familles, en tout cas, types d'attentes qui sont assez bien identifiées. Et je terminerai juste pour vous laisser échanger sur, je pense, une deuxième singularité de cette étude, c'est que nous sommes partis du principe qu'il ne peut pas y exister, en tout cas, une seule expérience d'aidant. Il y a une diversité, ce n'est pas un bloc monolithique, une diversité d'expériences qui sont évidemment vécues par ces salariés-là. Et donc cet observatoire, il a eu vocation, en tout cas pour ambition, d'essayer de rentrer un petit peu dans la complexité de ces expériences-là. Et nous avons déterminé 4 familles, types en tout cas d'aidants. Alors bien sûr, ce sont des typologies, donc avec toute la nuance qu'il faut apporter. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons structuré ces familles autour de 2 axes. Le premier axe, c'est l'intensité de l'aidant, c'est-à-dire le nombre d'heures que l'on passe par semaine, les renoncements qu'on a dû effectuer dans sa vie professionnelle, personnelle. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est ce qu'on a appelé l'inclusion dans l'entreprise. Donc c'est toutes les questions qui se réfèrent à l'écoute, à la reconnaissance, à l'information qui est délivrée par l'entreprise. Et si on construit en tout cas une typologie autour de ces 2 axes, il y a 4 types de familles qui se détachent. On a appelé les autonomes d'abord, qui représentent 33% des aidants que nous avons interrogés, c'est-à-dire ceux qui ont une inclusion assez forte dans l'entreprise, mais une situation d'aidance qui est plutôt réduite. Donc finalement, c'est des aidants qui peuvent faire pour l'instant sans l'entreprise. Donc il y a des choses qui peuvent se faire sans l'aide en tout cas de l'entreprise. Puis ensuite, nous avons constaté qu'il existe des vulnérables. Alors, les vulnérables, ce sont ceux qui ont une intensité d'aidance encore faible, mais qui déjà, malgré cette intensité d'aidance faible, perçoivent un manquement de l'entreprise envers leur situation, une non-reconnaissance de leur situation. Et c'est, je dirais, cette famille-là qui fait un point de bascule et qui peut conduire à 2 types de situations, selon l'intervention future ou pas de l'entreprise. Une première situation qui peut conduire aux désemparés. Alors, désemparés, ce sont en fait ces vulnérables qui sont passés à un niveau d'aidance supérieur et qui constatent toujours que l'entreprise est insuffisamment présente ou reconnaissante de leur situation. Donc là, c'est quand même 32% de nos salariés aidants. Ça recoupe un peu les 32% que nous avons vus tout à l'heure, avec une forme d'usure et de fatigue assez prononcée. Et enfin, la quatrième famille sont les accompagnés. Là, en fait, il y a un niveau d'intensité d'aidance très élevé, mais un rôle de l'entreprise visible, une reconnaissance importante, ce qui produit finalement un soutien de l'entreprise et un bien-être, ce que nous on appelait un bien-être des salariés assez important. Qu'est-ce que ça veut dire finalement en 2 mots pour conclure? Ça veut dire que finalement, le sentiment que l'engagement de l'entreprise, son écoute, sa position sur le sujet, fait indéniablement varier la façon dont est vécue aussi la situation de salariés aidants. Nous avons d'ailleurs constitué un indice qu'on a appelé l'IBAE, l'indice de bien-être des aidants. C'est un mot qui nous permet de bien l'identifier, mais qui en fait est un indicateur de bien-être. Donc en fait, on a posé différentes questions psychologiques, morales, etc. Et on a évalué l'état psychologique, je dirais, de bien-être aussi de ces salariés. Et ce qui est intéressant, c'est que si on croise avec cette typologie que je viens de vous présenter, vous avez effectivement les accompagnés qui ont un niveau de bien-être très élevé et les vulnérables, un niveau de bien-être très réduit. Donc ça veut bien dire quoi que finalement l'aidance mal vécue, c'est pas une fatalité, puisque ça peut être bien vécu, une forme d'intensité d'aidance importante, et que tout cela conduit et accompagne les entreprises à s'engager sur cet enjeu qui est présent ou qui est en devenir pour chacun, et plus l'entreprise finalement s'empare du sujet, plus elle s'engage, mieux la situation de l'aidant est vécue. Et donc on passe finalement à un cercle vicieux, mais positif de l'aidance, à un cercle du coup que nous on a appelé un cercle vertueux de l'aidance, puisque voilà, quand l'entreprise s'engage, les choses peuvent aller beaucoup mieux. Donc pas de fatalité à ce problème-là, je dirais. Oui, ce n'est pas un cercle. C'est Ionesco qui disait « caresser un cercle, il deviendra vicieux ». Voilà. Visiblement, on peut en faire un cercle vertueux aussi. Alors, vous pouvez intervenir à tout moment, puisque c'est je le rappelle, un débat, et sur la base, effectivement, de cette étude au CIRP via Voice.
Joël, comment réagissent les DRH quand vous les saisissez de ce problème? Est-ce que eux-mêmes, parce qu'on parle des salariés proches aidants, sont désemparés, ou est-ce que aussi les chefs d'entreprise, les DRH en particulier, peuvent être désemparés? Alors oui, je pense que c'est très exactement le terme qu'il faut employer. Ils sont souvent désemparés parce que on ne va pas voir les DRH en leur disant tenez, on a une idée, on a quelque chose à vous proposer sur les salariés aidants. En fait, on est dans une démarche où ce sont plutôt les entreprises qui viennent nous voir. Il faut qu'il y ait une certaine maturité, quand même un début de réflexion sur la problématique pour pouvoir envisager, apporter des solutions. Et donc, il y a une très grosse demande actuellement, je pense que vous avez raison, c'est suite à la crise du ou de la Covid, je ne sais jamais comment il faut dire, mais suite à cette crise en tout cas, écoutez, il y a une prise en compte, au sens large d'ailleurs, des fragilités, et la question des salariés aidants est portée aujourd'hui par les entreprises, c'est certain, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'intérêt. Je reprendrai ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, il y a quand même aussi un état psychologique des aidants qui est très dégradé. Pour nous, il y a eu environ 15% des gens qui nous ont appelés, qui nous appelaient sur des questions d'aidance, qui étaient dans une situation qu'ils énonçaient comme de stress pathologique. Donc, vous avez en face des DRH qui ont besoin d'avoir des réponses, mais qui se posent la question de savoir comment y répondre. Et je trouve que c'est très, très intéressant ce que vous avez fait, cette grille, cette matrice, parce que finalement, entre les vulnérables et les désemparés, c'est-à-dire les deux catégories les plus fragiles, finalement, on a plus d'un aidant sur deux qui est dans une situation très complexe. Et donc, pour arriver à trouver des solutions, il faut bien poser l'état des lieux. Il faut pouvoir bien connaître aussi quelles sont les attentes des salariés pour poser en face des dispositifs qui répondent aux attentes. Et quand vous disiez, je rebondis sur ce que vous aviez dit tout à l'heure à propos des entreprises, l'inégalité, il y a au moins une égalité entre toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est la question de l'information, de comment je réagis à une situation à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. Ça, c'est le point d'égalité. Le point d'inégalité, à mon avis, il est plus dans la petite entreprise. Chaque poste compte, et de manière très forte. Si on est fragilisé, ça se voit. Et si on est fragilisé, c'est vrai que là, ça peut entraîner des situations très délicates pour le collectif. Dans la grande entreprise, c'est possible aussi, mais la structure protège. Et donc, les aidants peuvent passer de manière un peu inaperçue par rapport au reste des salariés. Alors, juste une question qui fâche. Est-ce que c'est plus rentable pour une entreprise de s'emparer du sujet de l'aidance, ou au contraire de faire comme si ça n'existait pas chez moi? Alors, excellente question. Moi, mon sentiment profond est le suivant, c'est que les DRH, les responsables RSE, les responsables QVT avec qui on travaille sont des gens qui ont une logique d'alignement entre le discours qu'ils portent et la volonté d'avoir des actions en face. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... la démarche un peu de social washing, à mon avis, est une démarche qui a pu exister, mais qui n'existera plus. Il y a une demande de résultats dans l'entreprise, de la part des salariés, de la part des clients, et tout le monde sent bien que si on n'est pas aligné, si on ne porte pas un discours un peu incarné, ça ne peut plus passer. Et c'est pour ça que je disais que les DRH, aujourd'hui, ont une logique de maîtrise, de compréhension du problème pour apporter les bonnes solutions. On n'est pas dans « je vais plaquer quelque chose » et une fois que ça aura été mis en place, j'ai coché une case et l'histoire est finie. Ça, vraiment, c'est absolument pas ça. Forcément qu'il y a une logique derrière qui est économique, qui est de dire si les salariés sont bien dans leur peau, si les salariés ont un équilibre vie pro, vie perso qui tient le choc, l'entreprise en bénéficie. Mais je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui la volonté d'avoir quelque chose de bien aligné. Et on parlait du télétravail, on est quand même à une époque où le télétravail va se généraliser, malgré tout. C'est quand même un choc incroyable. Et ça veut dire que la porosité, enfin la frontière entre vie pro et vie perso, eh bien, elle va devenir de plus en plus ténue. Donc, ces problématiques vont devenir de plus en plus fortes pour l'entreprise. Oui, oui, effectivement. Donc, finalement, on ne peut pas faire une croix dessus. C'est ce que vous disiez, Pierre. Vous avez pris l'image du coureur cycliste. Je veux dire, c'est pas un petit sprint, c'est une tendance longue, haute, en tout cas.
Voilà, structurel, et il faut effectivement de l'oxygène. Alors, Marie-Laure, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir non pas ce que fait la police, mais ce que font les institutions de prévoyance face à ça, compte tenu du nombre, nombre à la fois d'entreprises et de salariés que vous représentez. Elles font quoi? Elles assistent, elles travaillent, elles proposent, elles financent, voilà, enfin, tout ça. Alors, merci pour la question. Elles font beaucoup de choses, en fait. Les Oui. IP sont des assureurs qui interviennent dans le champ de la protection sociale, notamment en prévoyance et en santé. Donc, bien évidemment, ça fait 20 ans qu'elles ont quand même investi ce champ du salarié aidant en proposant des services et des garanties. Mais là, aujourd'hui, ce que je voudrais quand même dire, c'est que l'enquête met vraiment en lumière que le salarié aidant a des attentes qui ne sont pas exactement les mêmes que celles d'un aidant qui ne serait pas salarié. Voilà. Et que via ça, l'entreprise doit se saisir de la question. Vraiment. Et tout ce qu'on échange aujourd'hui le montre. Donc, moi, je vois 3 pistes. Et d'ailleurs, ces 3 pistes qui sont aujourd'hui suivies par les IP. Il y a premièrement la reconnaissance. Alors, vous en avez déjà parlé dans la première table ronde. On voit que des enquêtes telles que celle de Viva Voice et la mise en place d'un observatoire des salariés aidants ne peuvent que contribuer au débat public. C'est-à-dire que c'est moins devenu un tabou, et ça devrait ne plus l'être du tout si on dit qu'effectivement, il y a maintenant un aidant sur 2 pratiquement qui est salarié, et que en 2030, il y aura pratiquement, j'ai plus le chiffre en tête, mais plus de 30% des aidants qui seront encore en salariat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où l'entreprise ne veut pas voir ses forces vives déstabilisées par la proportion d'aidants dans ses salariés, il faut qu'elle fasse quelque chose. Voilà. Et les IP sont là pour lui apporter des solutions. Alors, l'entreprise ne doit pas être seule. Effectivement, on a les DRH, dans certains cas, y compris dans les grosses entreprises, sont désemparés, parce que les grosses entreprises, il y a beaucoup de population à couvrir, donc beaucoup plus d'aidants que dans une petite entreprise. Mais un aidant dans une petite entreprise, ça peut aussi complètement déstabiliser l'entreprise, donc il faut trouver des solutions. Donc les IP, elles interviennent, et elles vont intervenir de plus en plus sur 3 champs. Donc d'abord, la reconnaissance, en aidant et en mettant surtout des plateformes d'écoute, d'aide, etc., ce qu'on appelle pour l'aidant. Ensuite, il y a le terrain financier. Il ne faut pas l'oublier quand même qu'il y a un problème derrière tout ça, il y a un problème de ressources pour les aidants. Et ce qui a donné quand même un coup de pouce énorme à l'action des IP, c'est le congé proche aidant indemnisé. Même si il est insuffisant, c'est une première pierre et maintenant, il y a des garanties assurantielles qui se développent autour. C'est-à-dire que ça assure dans une limite qui est certes insuffisante pour beaucoup, une petite indemnisation du congé proche aidant. Et maintenant, on voit des garanties qui vont plus loin, indemniser plus ou indemniser plus longtemps. Voilà. Et ça, les IP interviennent beaucoup sur ce champ. Ça se développe de manière forte, surtout depuis ce fameux congé proche aidant. Donc ça, c'est les aspects financiers. Et enfin, il y a un dernier, c'est tout ce qui est les services associés. Parce que l'aidant salarié, il a quand même une particularité, c'est qu'il est salarié. Donc il n'est pas disponible à 100% du temps, sauf quand il prend un congé. Mais l'aidant, il a besoin d'une aide. L'aidé, il a besoin d'une aide pratiquement à 100% du temps. Donc il ne s'agit pas de dire, effectivement, là j'ai une réunion, donc je ne pourrais pas. Et ça peut passer par des services. Et surtout, ça passera par de l'innovation technologique. Je pense qu'il y a un champ qui est encore assez inexploré, qui commence à l'être. On voit des startups qui gravitent autour de tout ça, autour des groupes de protection sociale qui se saisissent de la question. Mais c'est un champ pour demain, c'est-à-dire qu'il y a de l'innovation sociale en matière d'aidants salariés, et il y a aussi de l'innovation technologique qui viendra compléter tout cela.
Eh bien, effectivement, beaucoup de chantiers et on comprend l'importance de se saisir pour les entreprises et pour les institutions de prévoyance de ce vaste sujet. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est vous, Camille, ou si c'est Stewart qui disait que finalement, avec le télétravail, les salariés aidants se privaient aussi un peu de l'oxygène de l'entreprise. Il y a des entreprises où il fait bon vivre, hein, ça existe. Le CIRP, par exemple. Non, mais oui, Radio France aussi. Hein. Et donc, ce sont des entreprises qui prennent en charge, qui, en tout cas, écoutent. Et voilà, c'est important. Alors, ça pose la question du répit, en fait. Il y a une demande de répit, souvent, et je voudrais qu'on en parle en deux mots. Parce que ça, c'est pas forcément une affaire de gros sous, c'est aussi une affaire juste de temps pour soi, quoi. Enfin, c'est pas mal de penser un peu à soi aussi de temps en temps. Non, Camille ? Oui, effectivement, la demande de répit. Alors, pour revenir justement au télétravail, en fait, le télétravail, souvent, la plupart des aidants sont demandeurs d'avoir plus de télétravail, mais pas à 100%. Là, ils ont souffert du fait d'être complètement coupés. Mais c'est vrai que c'est souvent une demande. Hein. C'est ce qui, effectivement, a révélé l'enquête aussi. C'est le fait de pouvoir être à domicile, travailler à domicile. Pour eux, c'est un gain de temps aussi, parce que ça permet aussi parfois de pouvoir accompagner l'aider à un rendez-vous médical entre midi et 2. Enfin voilà, ça permet quand même de gagner du temps, notamment le temps de trajet, et puis et d'être présent auprès de la personne aidée. Donc voilà, par rapport au répit, oui, en tout cas au sein de l'entreprise. Pierre Mayer, je me tourne vers vous justement sur ce chantier dont on a parlé, parce que des choses sont faites, mais il y a encore beaucoup à faire. Et en particulier sur la protection sociale de demain et de la protection sociale complémentaire et collective. Comment vous voyez ce chantier ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour un chantier ? Ça se prend, j'allais dire, avec de bonnes bases et de bonnes fondations. Absolument. Merci de m'avoir soufflé le mot. Donc voilà. C'est quoi ces bonnes fondations ? Comment vous voyez, vous qui êtes un acteur de la protection sociale ? Alors je vais répondre à votre question, oui. Mais je vais peut-être réagir sur mais la bien question sûr, du télétravail. Bien sûr. Parce que justement, je pense que ça serait... Enfin, s'il y a des chefs d'entreprise ou des DRH qui pensent, qui croient que, ou même des organisations syndicales, que parce qu'il y a le télétravail, du coup, la question des aidants est réglée, je pense que ça serait une erreur majeure. Le fait, ce qu'a très bien dit Camille, le fait que le télétravail soit effectivement un élément de souplesse à intégrer pour accompagner les aidants, mais c'est que l'un des outils de la palette. Puis je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de salariés qui n'ont pas accès, pour des raisons pratiques, au télétravail. Hein, donc il ne faut pas l'oublier. Alors comment préparer cette protection sociale de demain ? Moi je pense que c'est un sujet, quand on dit DRH désemparés, etc., c'est un sujet qui est très complexe. La question des aidants, parce que c'est un sujet qui est à l'intersection finalement entre l'organisation du travail et la protection sociale. Et donc, il faut essayer de bâtir des dispositifs qui soient innovants, qui soient différents de ceux qui ont existé jusqu'à présent. Le premier défi, c'est la question de l'information. D'une certaine manière, ce que nous faisons aujourd'hui participe de cette, effectivement, de cette manifestation. Je tiens à dire que je participais pas plus tard que jeudi à une table ronde organisée à l'Assemblée nationale, présidée par Madame Lauriane Rossi, députée des Hauts-de-Seine, questeur de l'Assemblée nationale. Et on avait des parents d'enfants handicapés qui expliquaient, mais au fond, nous, on ne nous a jamais expliqué ce qu'il fallait faire en tant qu'aidant. Donc, on voit que ce besoin d'information, ce besoin d'explication, il est énorme, ce besoin pédagogique. Et qu'il y ait un foisonnement d'initiatives, d'une certaine manière, je pense que c'est très positif. Il faut, à mon avis, éviter le seul tuyau. Voilà. Au passage, les groupes de protection sociale, alors, dans leur dimension retraite à l'origine, ont été à l'origine, notamment Clésia, de la création de Ma Boussole Aidant. J'en profite pour faire ma petite page de pub. Donc Ma Boussole Aidant, qui est en fait une société tout à fait coopérative, d'intérêt collectif,
qui est très novatrice, très innovante, et qui regroupe toute une série d'entreprises, d'organismes, dont d'ailleurs le CIRP. Alors, la question, c'est une question de dialogue social. Je pense qu'il ne faut pas oublier la question du dialogue social. Alors, je ne vais pas l'aborder maintenant parce que c'est le sujet, je crois, de la dernière table ronde. Oui, mais quand même. Mais c'est un sujet de dialogue social. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, au fond, du grain à moudre. Il faut qu'il y ait matière à négocier sur ce sujet. Et comme l'a très bien expliqué Stewart, effectivement, la question des salariés qui sont dans des entreprises entre 50 et 250, 500 salariés, donc on va dire le tissu des grosses PME, des grosses PME, c'est une question essentielle. Et donc c'est pour nous, je dirais, faisant partie de la famille des institutions de prévoyance, évidemment, c'est la réponse pour nous, c'est les branches professionnelles. C'est-à-dire que ce sont aux branches professionnelles de compléter par un effort de négociation, de discussion, pour pouvoir couvrir l'ensemble des entreprises, que ce soit des petites, des très petites, des moyennes ou même des grandes entreprises. L'intérêt de la branche professionnelle est clairement posé. Et là aussi, je pense que ça sera une des questions essentielles de votre dernière table ronde. Oui, d'ailleurs, la question qui va, même si on va approfondir dans la troisième table ronde cet aspect-là, les salariés aidants, est-ce qu'ils sont j'allais dire, j'essaie de trouver le terme juste, une possibilité de performance, c'est-à-dire un révélateur de performance. Tout à fait, c'est bien, très bien. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est dit, qui a déjà été indiqué. C'est pourquoi ne pas utiliser ce gigantesque potentiel effectivement de savoir, de compétences qui sont acquises sur le tas par les aidants. Et comment l'entreprise, comment les DRH, comment les ressources humaines peuvent effectivement faire reconnaître cette question, cette appréciation du salarié dans son expérience d'aidant. Et c'est tout le sujet de la valorisation des acquis de l'expérience. Là aussi, je pense que là pour le coup, c'est une question qui s'adresse aussi directement aux partenaires sociaux. Tout à fait. Parce que c'est dans le cadre du dialogue social que cette question de la valorisation des acquis de l'expérience peut prendre aussi toute sa place. Question que je ne manquerai pas de poser, Pierre, lors de la troisième table ronde. Mais dans l'oreillette, il y a des questions qui arrivent. Donc, comme je sais que je suis encore parfaitement normal que ce sont des questions qui viennent donc de l'extérieur, mais qui ont un lien direct avec ce que nous sommes en train de dire, de parler. Alors, il y en a une qui n'est pas vraiment une question, mais qui rejoint ce que vous disiez tous. C'est des salariés aidants là, qui se prononcent et qui disent « mais nous ne sommes pas seulement un coût ». Oui. Je crois qu'il faudrait revenir là-dessus aussi, parce qu'il y a une forme de culpabilité quelque part en disant « mais j'arrive avec mes problèmes, c'est mes problèmes à moi, et puis je déverse ça », enfin, le terme est fort, mais sur mes collègues, sur l'entreprise. Je voudrais qu'on en reparle un petit peu, puis... quelque chose que vous avez dit qui est très juste. On sait que les personnes âgées n'ont pas forcément une belle image en France. On préfère la jeunesse. Mais en revanche, lorsqu'on parle de salariés aidants, on parle certes de la perte d'autonomie des personnes âgées, mais aussi, on l'a dit, il faut le redire, du poids du handicap, des enfants handicapés. Et que c'est peut-être aussi en ne séparant pas puisque c'est ça le salarié aidant, qu'on arrive finalement à faire prendre conscience que voilà, c'est un problème global, c'est un problème de société, c'est cela qu'il faut rappeler. Alors la question là qui me vient, c'est les salariés aidants n'ont-ils pas acquis des qualités utiles pour l'entreprise? Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Alors bien sûr, c'est un peu aussi la troisième table ronde, mais troisième table ronde, ça va être, j'allais dire, autre chose. On est au-dessus de l'entreprise pour que toutes les entreprises puissent se donner la main comme tous les gars du monde. Là, ces qualités utiles, quelles sont-elles? Je me tourne à la fois vers vous, Camille, puisque voilà, et aussi vers Joël, mais vous pouvez tous bien sûr en parler. Moi, si vous voulez, je dirais que
Évidemment que le salarié aidant a des multiples qualités développées par les problématiques qu'il rencontre, le fait de gérer des problématiques multiples en peu de temps, avec un temps de cerveau disponible qui est ce qu'il est. Mais ça pose surtout, à mon avis, la question de comment la vulnérabilité, la fragilité, en fonction du terme que l'on veut utiliser, est accueillie en entreprise. Et ça pose la question, à ce moment-là, on peut parler aussi des salariés qui sont en situation de handicap. Voilà, c'est donc une vision globale de l'entreprise, voire du dirigeant aussi, ou des dirigeants. Est-ce qu'on est un dirigeant avec une carapace et quand on perce la carapace, il n'y a plus rien derrière? Ou est-ce qu'on est un dirigeant qui est avec sa peau? Et oui, on peut percer la peau, mais il y a la colonne vertébrale, donc on tient debout. Donc voilà, c'est aussi la vision que l'on a de la fragilité, de la vulnérabilité dans l'entreprise. Moi, je crois, si vous voulez, que la prise en compte des capacités des salariés aidants, oui, c'est un vrai sujet de dialogue social, ça c'est certain. Et plus largement, la problématique des aidants en entreprise, elle dépend quand même aussi du contexte dans lequel on vit, contexte économique, contexte social. Je rappellerai qu'en 2020, il y a eu un contexte particulièrement favorable pour les aidants, en fait, d'un point de vue législatif, quand on parlait de tout ce qui est, une vision presque de la protection sociale. On a parlé de la création d'une 5e branche, dont on attend les financements. Donc il y a eu l'annonce, on verra s'il y a des financements. On a parlé aussi de la rémunération du congé proche aidant. Donc c'était un timing absolument, idéal pour les aidants. Eh bien, moi je peux vous dire que sur les volumes d'appels que l'on a reçus, on a reçu beaucoup plus de demandes du point de vue de l'action sociale, puisqu'on travaille exclusivement avec les assistantes sociales, beaucoup plus que sur les aidants, parce que les aidants, ils étaient dans des entreprises où la communication n'était absolument pas sur les questions des salariés aidants, mais sur le télétravail, sur les risques liés à la crise, etc. Donc, si vous voulez, pour que ce sujet devienne un sujet durable et qui ne soit pas soumis aux aléas médiatiques ou économiques ou tout ce que vous voulez, oui, il faut que ça se soit saisi au niveau du dialogue social, des partenaires sociaux. Mais après, il ne faut pas se leurrer, l'information, l'aspect opérationnel des choses ne peut se faire qu'au niveau de l'entreprise et de la manière dont les acteurs vont s'impliquer pour suivre ou mettre en œuvre les bonnes pratiques. Pierre Mayer, vous vouliez réagir? Les capacités des salariés aidants, pour moi, c'est les soft skills. Je sais que vous appréciez particulièrement ce terme, Patrick. Les soft skills, c'est toutes les capacités relationnelles, empathiques. Je pense qu'il y a le courage. Je pense qu'il y a la capacité, effectivement, à analyser, à imaginer, à concevoir. Donc, il y a la gestion de projet aussi, d'une certaine manière. Il y a l'empathie, il y a toutes les capacités relationnelles qu'on retrouve. Et puis, du côté des entreprises, moi je dirais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de raison d'être. On parle beaucoup d'entreprises à mission. C'est très très bien. La première, quand même, à mon avis, responsabilité des entreprises, c'est de s'intéresser à ses salariés, donc à son capital humain, qui est quand même, à mon avis, la première richesse de l'entreprise. Et donc, c'est pour cette raison que les DRH, les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise ont tout intérêt à s'intéresser de près à cette question des salariés aidants, qui est une question qui, je rappelle, il y a 15 ans, on n'en parlait quasiment pas. Le terme aidance, d'ailleurs, est un terme, j'ai déjà eu la remarque, donc je le dis au passage, le terme aidance, c'est un terme, effectivement, qui vient du canadien. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, ça vient du canadien, qui vient d'un mot anglais, et le mot anglais vient du vieux français, comme souvent. Donc en fait, le terme aidance est un terme de vieux français. Bon, donc cette question de l'aidance, elle a émergé, elle va grandir au fur et à mesure, parce que je pense qu'on va être aussi dans des générations plus jeunes qui vont peut-être moins hésiter. Alors ça sera aussi quelque part la rançon du succès, si j'ose dire, de tous les efforts de pédagogie et d'explication et de communication qu'on aura fait. Mais les jeunes générations oseront dire davantage, à mon avis, qu'elles sont en situation d'aidance. Et donc les chefs d'entreprise ont tout intérêt à s'y intéresser, surtout qu'au même moment, on va avoir de plus en plus de salariés dans l'entreprise qui auront dépassé l'âge de 60 ans, et donc qui seront susceptibles d'être aidants de leurs parents âgés. Et nous pourrons dire « j'y étais ».
Oui, absolument. Camille, vous vouliez réagir aussi? Non, mais je trouve qu'effectivement, je vous rejoins complètement par rapport aux qualités que peuvent apporter un aidant au sein d'une équipe, au sein de l'entreprise. Après, je trouve que ça dépend vraiment de la place que donne l'entreprise à l'aidant. Si l'entreprise reconnaît le statut d'aidant, c'est vrai que ça facilite, ça facilite le fait de pouvoir faire part de son expérience, pouvoir mettre en avant des qualités. Parce que je pense qu'un salarié qui n'est pas reconnu comme aidant au sein d'une entreprise va mettre tous ses soucis, toute sa charge mentale de côté, et puis ça va être, il va se mettre en danger, alors qu'un salarié qui est reconnu va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, faire partager son expérience à l'équipe, avoir effectivement ce que vous disiez de l'empathie, des qualités organisationnelles, et donc voilà. Donc je pense qu'effectivement le rôle des entreprises, encore une fois, est très important. Marie-Laure. Oui, si je peux juste ajouter quelque chose, je pense que les entreprises, il ne faut pas les laisser seules là-dedans. Voilà. Et là, les IP ont un rôle à jouer. Et elles le jouent aujourd'hui parce qu'elles déploient des services au niveau notamment des DRH pour faire, par exemple, des ateliers de prévention, de la pédagogie, pour faire connaître, des accompagnements à l'adaptation. Il y a tout ça, mais c'est vrai que c'est pas encore assez. Il y a besoin de faire connaître, et on pense qu'on n'est qu'au début, qu'il y a une croissance forte et des attentes et du déploiement de ces services à venir. Effectivement, quand la parole circule, c'est une bonne chose, hein, et quand on peut mettre un mot, un nom sur quelque chose, ça évite aussi beaucoup de drames. C'est peut-être une réflexion idiote, mais on pourrait imaginer que des salariés, je ne sais pas pour l'autogestion, hein, je vous rassure, mais que des salariés parlent aussi entre eux de façon un peu informelle, ou peut-être avec des groupes de parole, le mot est un peu fort, mais parce que c'était caricaturé dans beaucoup de choses, mais franchement, partager une expérience, on est tous plus ou moins à même d'apporter quelque chose, parce qu'on sait de quoi on parle. Pierre ? Bon, je crois qu'il y a des expériences de café aidant, hein, qui existent déjà alors c'est plutôt dans des grandes entreprises, hein, évidemment, mais c'est quelque chose qui effectivement fonctionne bien, oui. Ouais. Il n'y a pas que le café, donc il y a aussi tout ce qu'on fait autour. Non, parce qu'il faut créer l'informel. Il faut éviter évidemment de tomber dans un exercice qui soit formel, formalisé, organisé par la DRH, etc. Donc il faut éviter ce type de manifestation. Avec le chef d'entreprise qui prend des notes, absolument. Juste pour compléter, ce qui est très intéressant dans l'enquête, c'est que les salariés qui sont en situation d'aidance font remonter que lorsqu'ils ont été amenés à informer leur employeur de cette situation-là, c'est dans un cadre extrêmement contraint. C'est-à-dire que soit ils ont dû demander un congé, soit ils ont dû justifier une absence. Donc, ce qui montre, comme vous le dites très justement, qu'il y a aussi un mouvement de l'entreprise pour, non pas désacraliser, mais en tout cas donner la parole à ces salariés-là, qui doivent être libres plutôt de parler avec une forme de sérénité, d'ouverture, qui n'est pas absolument le cas dans toutes les entreprises, en tout cas. Eh bien, merci. Merci, mesdames, merci, messieurs. Je crois qu'on a bien progressé et écouté la voix des salariés en même temps, ce qu'il faudra faire. On va écouter celle des branches professionnelles après, qui ont bien sûr leur mot à dire. Encore merci. On se retrouve dans 10 minutes pour notre 3e table ronde.